En 1977, l'armée soviétique introduit le T-72 en Europe de l'Est. À Paris, l'état-major tire une conclusion simple. L'AMX-30 ne peut pas le détruire à distance de sécurité. Ce n'est pas une opinion, c'est une certitude inscrite dans les calculs balistiques. La réponse française prend un nom, AMX-56. Plus tard, on l'appellera Leclerc. Ce qui se passe ensuite à Roanne, dans les ateliers de la JIAT, ressemble moins à un programme d'armement qu'à une obsession collective. Les ingénieurs ne cherchent pas à construire un bon char, ils cherchent la réponse exacte à une question précise. Comment détruire un T-72 à 2000 mètres avant qu'il puisse tirer en retour? Le canon de 120 mm à âme lisse, l'automate de chargement qui réduit l'équipage à 3 hommes, le système de conduite de tir SAGEM, capable d'engager une cible en mouvement depuis un véhicule en mouvement, tout est calibré pour ce duel précis, sur ce terrain précis, contre cet adversaire précis. Le T-72 sur la plaine d'Europe centrale. Voilà l'ennemi. Voilà la guerre. Cette guerre n'aura jamais lieu. En 1989, le mur de Berlin tombe. En 1991, l'Union soviétique disparaît. L'ennemi pour lequel on a conçu la machine la plus sophistiquée de l'histoire blindée française s'évapore avant que le premier char de série sorte de l'usine. À Roanne, la chaîne de production tourne quand même. On a commandé 809 Leclerc pour l'armée française. Les contrats sont signés, les fonds alloués, les ouvriers embauchés. Arrêter maintenant coûterait presque aussi cher que continuer. La logique industrielle prend le relais là où la logique militaire s'est effondrée. Le Leclerc entre en service en 1992. Son système de conduite de tir surpasse l'Abrams américain sur plusieurs points. Sa cadence de tir, jusqu'à 12 coups par minute grâce à l'automate de chargement, n'a pas d'équivalent en Europe. Son blindage modulaire composite résiste aux munitions perforantes de la génération précédente. Parfait. Pour une guerre qui vient de se terminer. C'est à ce moment qu'un acheteur se présente. En 1993, les Émirats arabes unis lancent un appel d'offres. Sur la table, le M1A2 Abrams, le Challenger 2, le Leclerc. Les Américains misent sur la fiabilité prouvée au combat. Les Britanniques proposent la protection maximale. Les Français proposent la technologie. Les Émirats choisissent le Leclerc. Le contrat porte sur 436 véhicules. C'est le plus grand contrat d'exportation de l'histoire du char français. C'est aussi, aujourd'hui encore, le seul. En signant, les deux parties pensent à des choses différentes. Paris pense à la filière industrielle, aux emplois à Roanne, au signal envoyé aux acheteurs potentiels. Abu Dhabi pense à la puissance de feu, au prestige, à la dissuasion régionale. Ni l'un ni l'autre ne pense à la province de Marib, aux pistes de montagne du Yémen, à un combattant outil accroupi derrière un rocher avec un tube soviétique sur l'épaule. Cet homme n'existe pas encore. Il n'existera que 20 ans plus tard. Les premières livraisons commencent en 1994. Les équipages émiratis viennent se former en France, programme de transfert de technologie inclus dans le contrat. Ils apprennent la doctrine, engagement à longue distance, utilisation du terrain, supériorité de conduite de tir. Ce qu'ils n'apprennent pas, parce que personne ne peut l'enseigner, c'est comment utiliser cette machine dans une guerre urbaine, à 100 mètres de distance, dans une ruelle de 6 mètres de large, sous des drones artisanaux qui n'existaient pas encore quand les plans ont été dessinés. Les livraisons s'étendent jusqu'en 2004. Pendant 10 ans, les Leclerc s'entraînent dans le désert émirati, sur des terrains plats, contre des cibles fixes. Les rapports d'exercice sont bons. Les équipages sont compétents. Le Leclerc ne tire pas un seul coup de feu en conditions réelles pendant tout ce temps. Il y a un chiffre que personne ne cite dans les brochures commerciales de KNDS. Le Leclerc a coûté entre 6 et 9 millions d'euros l'unité. La roquette anti-char Cornet, développée à Toula à la fin des années 80, se négocie à environ 20 à 30 000 $ l'unité. Pour le prix d'un seul char français, on peut acheter entre 250 et 300 missiles. Chaque missile peut immobiliser ou détruire le char. Ce n'est pas une asymétrie tactique.
C'est une asymétrie économique fondamentale que aucune supériorité technologique ne résout seule. Cette équation existait déjà quand le contrat a été signé. Personne, à Paris ou à Abu Dhabi, n'a jugé utile d'en discuter. En mars 2015, la coalition menée par l'Arabie saoudite intervient au Yémen. Les Émirats engagent des forces terrestres. Pour la première fois depuis leur livraison, les Leclerc quittent les polygones d'entraînement pour une opération réelle. Les équipages entrent dans un pays dont la topographie, ravins, cols, villages accrochés au flanc des collines, n'a rien à voir avec la plaine d'Europe centrale pour laquelle leur char a été optimisé. Les premiers engagements se passent bien. Le Leclerc tient ses promesses sur terrain ouvert. Puis la guerre se déplace dans les montagnes. Et quelque part dans la province de Marib, un homme qu'aucun manuel de l'OTAN n'a prévu commence à apprendre comment fonctionne le Cornet. Le Yémen est un pays de montagne. 40% de son territoire se trouve au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Les provinces où se concentrent les combats, Marib, Taïz, Houdaïda, sont découpées par des ravins, des cols, des villages construits sur des éperons rocheux accessibles par des pistes de 3 mètres de large. Le Leclerc mesure 3,70 mètres de large. Pas de manœuvre possible. Pas de distance de sécurité. La doctrine française prévoyait des engagements à 1500 mètres minimum. La réalité yéménite impose des contacts à moins de 200 mètres, parfois moins de 100. À cette distance, l'avantage du système de conduite de tir longue portée devient sans objet. Ce qui compte, c'est ce qui arrive sur les flancs et sur le toit. Les équipages émiratis s'adaptent, modification de formation, éclaireurs fantassins systématiques avant toute progression en terrain étroit. Ils apprennent en quelques semaines ce que des années d'entraînement n'avaient pas pu enseigner. Mais le Leclerc lui-même ne peut pas s'adapter. Son blindage latéral, conçu pour résister aux obus perforants tirés à angle ouvert sur terrain plat, présente une géométrie moins favorable contre des missiles tirés en plongée depuis les hauteurs. Son système de climatisation, dimensionné pour l'Europe centrale, fonctionne à la limite dans la chaleur yéménite, entre 40 et 50 degrés à l'extérieur, davantage à l'intérieur d'une caisse métallique exposée au soleil. Ce n'est pas un défaut de conception. C'est une définition du problème qui était incomplète dès le début. Le Cornet arrive dans ce contexte. Le 9M133 est un missile anti-char guidé par laser, développé à Toula, entré en service dans l'armée russe en 1998, exporté vers une liste de pays qui couvre presque toute la carte du Moyen-Orient. Sa charge tandem perce jusqu'à 1200 mm d'acier homogène. Il pèse 27 kg, se transporte à 2 hommes, se met en batterie en quelques minutes depuis n'importe quelle position couverte. Les Houthis en possèdent. L'origine précise des livraisons varie selon les sources. Iran, stock capturé, filière régionale. Ce qui est documenté, leur utilisation contre les blindés émiratis à partir de 2016. La première vidéo montrant un Leclerc immobilisé après impact circule en ligne au cours de cette année. La qualité est médiocre. Téléphone portable, lumière rasante, commentaires en arabe. Mais l'image est claire. Un char à 9 millions d'euros, immobile, pénétration visible sur la caisse, équipage évacué. Cette vidéo ne fait l'objet d'aucun communiqué officiel français. À Paris, la mécanique du silence s'enclenche avec une fluidité qui trahit l'habitude. Le ministère des Armées, interrogé par plusieurs journalistes, produit une réponse dont la formulation varie légèrement, mais dont le contenu est identique. La France ne commente pas les opérations militaires conduites par des armées étrangères avec du matériel acquis en exportation. Les chars appartiennent aux Émirats. Les Émirats mènent leurs opérations sous leur propre commandement. Chacune de ces affirmations est exacte. Ensemble, elles produisent quelque chose qui ressemble à un mensonge sans en être techniquement un. Ce qui brûle dans ces ravins n'est pas seulement un actif émirati. C'est la démonstration publique, enregistrée sur vidéo et disponible en quelques secondes sur n'importe quel moteur de recherche, que le char le plus sophistiqué de l'industrie française peut être immobilisé par une arme soviétique, manœuvrée par 2 combattants sans uniforme. Le silence n'est pas de la lâcheté. C'est un calcul rationnel. Admettre les pertes détruit les perspectives d'exportation. Ce calcul a un coût. Il est payé par les équipages dans les chars, pas par les décideurs à Paris. Les forums militaires en ligne analysent les vidéos image par image. Des blogueurs géolocalisent les impacts,
identifient les variantes de cornets, débattent des angles de pénétration. La communauté des observateurs privés produit, sans budget, un corpus d'analyse que les états-majors occidentaux ne peuvent pas ignorer, même s'ils ne peuvent pas le citer officiellement. Les chiffres exacts de pertes restent contestés. Les Émirats ne publient pas de statistiques, les images ne permettent pas toujours d'identifier formellement le modèle. Ce qui est établi, plusieurs Leclerc ont été mis hors de combat. Le nombre précis appartient à la catégorie des informations que personne ayant accès à la vérité n'a intérêt à publier. Ce vide n'est pas un accident. Il est produit activement, par plusieurs parties, pour des raisons différentes qui convergent vers le même résultat. Fin 2016, quelque chose change discrètement sur les Leclerc émiratis observés dans les images disponibles. Des écrans additionnels apparaissent, protection latérale supplémentaire, grilles sur certains secteurs vulnérables. Ces modifications ne correspondent à aucune mise à jour officielle du programme. Elles ressemblent exactement à ce que font des équipages qui ont appris quelque chose dans le feu du combat. En ingénierie militaire, ce type de modification porte un nom. Retour d'expérience non officiel. C'est la manière dont les guerres enseignent aux machines ce que les concepteurs n'avaient pas prévu. La question est simple. Qui, à Roanne, regardait ces images? Paris, automne 2017. Un journaliste spécialisé en défense pose sur son bureau une série de captures d'écran. Un Leclerc immobile, un autre avec des marques d'impact visibles, un troisième abandonné sur une piste yéménite. 3 semaines de collecte depuis des sources ouvertes. Il envoie une demande de commentaire au ministère des Armées. La réponse arrive en 48 heures et tient en 2 phrases. La France ne commente pas le bilan opérationnel des équipements cédés à des armées étrangères. Pour toute question relative aux opérations émiraties au Yémen, veuillez contacter le commandement des forces armées des Émirats arabes unis. Le journaliste publie sans confirmation officielle. Il sera le premier d'une série. Aucun article ne provoquera de réaction gouvernementale française. Ce silence a une architecture précise. Ce n'est pas une décision prise en urgence. C'est une position construite, maintenue sur plusieurs années par plusieurs ministres successifs, quelle que soit leur couleur politique. La continuité à travers les alternances révèle quelque chose d'important. Ce n'est pas un choix partisan. C'est une doctrine d'État. La doctrine fonctionne ainsi. Quand la France vend un système d'armes, elle transfère la propriété, la responsabilité opérationnelle et, de facto, la responsabilité des pertes. Le char est émirati. La décision de l'envoyer au Yémen est émirati. Sur le plan juridique, cette construction est solide. Sur le plan de la réalité industrielle, elle est une fiction confortable. Car KNDS a besoin que le Leclerc reste vendable. En 2017, le carnet de commandes export est préoccupant. Le Leclerc n'a pas trouvé d'acheteur depuis le contrat émirati de 1993. 24 ans sans une seule vente export. Plusieurs appels d'offres, Grèce, Maroc, pays du Golfe, concluent en faveur d'autres constructeurs. Chaque image d'un Leclerc immobilisé au Yémen est une munition offerte gratuitement aux commerciaux de Rheinmetall et de Hyundai Rotem. Le problème est que les contrats ne viennent pas quand même. Entre 2015 et 2022, le Leclerc ne trouve aucun acheteur. Les acheteurs potentiels disposent des mêmes sources ouvertes que le journaliste parisien. Ils voient les mêmes images. Et ils n'ont pas de réponse officielle française à mettre en face. Le silence produit exactement l'inverse de ce qu'il était censé protéger. À l'intérieur de l'institution militaire, une autre mécanique fonctionne en parallèle. Le Centre de doctrine et d'enseignement du commandement de l'armée de terre analyse en permanence les conflits contemporains. Mais ce qu'il peut faire avec les données yéménites est limité par un paradoxe. Les images disponibles en sources ouvertes ne constituent pas un retour d'expérience officiel. Pour produire une analyse doctrinale utilisable, il faudrait des données vérifiées, rapports de terrain, comptes rendus techniques, données de maintenance. Ces données appartiennent aux Émirats. Les Émirats ne les partagent pas systématiquement. Résultat, l'armée française analyse les vidéos YouTube comme n'importe quel observateur civil. Elle dispose de l'équipement le plus sophistiqué. Elle n'a pas accès à son propre retour d'expérience. Ce paradoxe a un nom dans les cercles professionnels. Le problème du tiers opérateur. Quand vous vendez un système complexe à un pays étranger,
vous perdez le contrôle de la connaissance que ce système génère au combat. Cette connaissance est la donnée la plus précieuse qui existe pour améliorer le système. Elle appartient désormais à quelqu'un d'autre, qui n'a aucune obligation contractuelle de vous la transmettre. La guerre au Yémen a produit en quelques mois plus de données sur les performances réelles du Leclerc sous le feu que toutes les simulations des 2 décennies précédentes. Ces données existent, dans des serveurs émiratis, dans des rapports de maintenance, dans les témoignages d'équipages qui ont survécu. La France ne les a pas. Ce qu'elle a, c'est ce que tout le monde peut voir sur Internet. En 2019, un rapport parlementaire sur la politique d'exportation des armements mentionne en termes généraux la nécessité d'améliorer les mécanismes de retour d'expérience dans les contrats d'exportation. Le Yémen n'est pas cité. Le Leclerc n'est pas cité. La recommandation reste sans suite législative. Quelque part dans ce rapport de 140 pages se trouve la reconnaissance implicite d'un problème que personne ne peut nommer directement. La France a appris à vendre. Elle n'a pas appris à apprendre de ce qu'elle vend. Roanne, 2020. Sur la chaîne de production qui a fabriqué les 436 chars émiratis 20 ans plus tôt, une nouvelle version prend forme. Elle s'appelle XLR, Leclerc de extrême longévité rénové. Le nom est bureaucratique. Ce qu'il cache ne l'est pas. Le programme XLR a été lancé officiellement en 2017 avec un objectif annoncé: prolonger la durée de vie du Leclerc jusqu'aux années 2040, en attendant le char franco-allemand du futur dont personne ne sait encore exactement ce qu'il sera. La justification publique est comptable. Moderniser coûte moins cher que remplacer. C'est vrai. C'est aussi incomplet. Le cahier des charges contient 3 axes: numérisation et connectivité, optique et conduite de tir améliorée, protection renforcée contre les nouvelles menaces, missiles anti-chars de 3e génération, munitions rôdeuses, drones d'attaque. Ce 3e axe est le plus révélateur. Les missiles anti-chars de 3e génération représentent exactement la famille d'armes dont le cornet est un représentant de générations précédentes. Les munitions rôdeuses et les drones sont précisément les outils que les Houthis ont utilisés contre la coalition émiratie à partir de 2016. Le XLR est conçu pour survivre à des menaces dont l'existence opérationnelle a été démontrée publiquement au Yémen. Nulle part dans les documents officiels du programme, le mot Yémen n'apparaît. Les officiers qui ont rédigé le cahier des charges connaissaient les vidéos. Certains avaient accès à des informations que les journalistes n'avaient pas. Ils ont traduit ces informations en exigences techniques sans jamais établir la chaîne causale dans un document officiel. C'est une forme de sagesse institutionnelle et une forme de lâcheté institutionnelle, les deux simultanément. Le coût du programme s'élève à environ 4 milliards d'euros pour la modernisation de 201 chars, soit 20 millions d'euros par véhicule, plus du double du coût unitaire original. Une partie significative finance les améliorations de protection qui auraient pu, si elles avaient existé en 2015, changer le bilan des Leclerc émiratis au Yémen. La France paie donc 2 fois, pour construire un char optimisé pour une guerre qui n'a pas eu lieu, puis pour le modifier en intégrant les leçons d'une guerre qu'elle refuse de reconnaître officiellement. En économie de défense, ce cycle a un nom: le coût de l'apprentissage différé. Il est toujours plus élevé que le coût de l'apprentissage en temps réel. En parallèle, le programme MGCS, le char franco-allemand du futur, avance avec la fluidité caractéristique des programmes conjoints européens, c'est-à-dire très lentement. La friction principale n'est pas technique. La France défend le leadership sur l'intégration système. L'Allemagne défend le leadership sur la motorisation et l'armement. Ces positions sont irréconciliables depuis le lancement officiel en 2018. Le Yémen n'est pas mentionné dans ces négociations. Mais ces leçons informent directement les exigences de survie du futur char: protection active, résistance aux drones, capacité urbaine. Les deux parties partagent ces exigences sans pouvoir en citer la source. Il existe un terme pour décrire un système capable d'intercepter un missile anti-char en approche avant impact: APS, Active Protection System. Israël a intégré le Trophy sur ses blindés dès 2011, lors d'engagements documentés en Cisjordanie. Les États-Unis ont suivi sur certains M1A2. La France a étudié ces systèmes sans les intégrer sur le Leclerc en service, jusqu'au XLR.
Entre la démonstration opérationnelle israélienne de 2011 et l'intégration française dans le cahier des charges XLR, il s'est écoulé environ 6 ans. 6 ans pendant lesquels des Leclerc émiratis opéraient au Yémen sans protection active contre des missiles que la technologie existante aurait pu intercepter. Ce délai n'est pas une négligence. C'est le temps que prend une bureaucratie militaire pour transformer une démonstration étrangère en programme national. Dans le métier, on appelle ça le cycle RETEX. En théorie, il est supposé être plus rapide. Fin 2023, les premiers Leclerc XLR sont livrés aux unités blindées françaises. Les équipages reçoivent une machine sensiblement différente. Nouvelle optique, nouveau système de communication, nouvelle protection latérale. Ils n'ont pas à reconstituer la généalogie de chaque modification. Quelque part dans la chaîne causale qui va du canyon yéménite de 2016 à la caisse blindée améliorée de 2023, il y a une continuité que les documents officiels ne tracent pas. Et l'équipage émirati qui a sauté d'un Leclerc en feu dans la province de Marib ne saura probablement jamais que son malheur a contribué à protéger quelqu'un d'autre. Le 24 février 2022, les premières colonnes blindées russes franchissent la frontière ukrainienne. Dans les heures qui suivent, des vidéos commencent à circuler. Des T-72, des T-80, des BMP en feu sur les routes ukrainiennes. Pour la première fois depuis 7 ans, les analystes militaires occidentaux peuvent parler ouvertement de la vulnérabilité des chars modernes sans que cette conversation soit politiquement impossible. Ce n'est pas le Yémen qui a changé, c'est le contexte. Le Yémen était une guerre lointaine, menée par une coalition arabe, dans un pays que la majorité des Européens situaient difficilement sur une carte. L'Ukraine est différente. Quand un Léopard 2 brûle à Zaporijia, ce n'est plus un problème émirati. C'est un problème pour quiconque possède un char occidental. L'Ukraine a donné à l'Occident la permission de se regarder en face. Les publications se multiplient dans les revues militaires françaises à partir du printemps 2022. La revue Défense nationale, les cahiers du CDEC, les analyses de l'IRSEM, tous convergent vers le même constat. Le char seul, sans infanterie, sans protection électronique active, sans couverture anti-drone, est vulnérable dans un environnement contemporain. Ce n'est pas une révélation, c'est la confirmation à grande échelle de ce que le Yémen avait démontré dans l'indifférence relative. Dans aucune de ces publications françaises, le Yémen n'apparaît comme source primaire. Les notes de bas de page citent l'Ukraine, les analyses américaines, les données sur les pertes russes. 7 ans d'expérience opérationnelle du Leclerc au combat n'existent pas dans la bibliographie officielle de la pensée blindée française. Ce n'est pas un oubli, c'est une cohérence. En mars 2023, un officier supérieur de l'armée de terre intervient lors d'un colloque sur les enseignements ukrainiens à Paris. Il évoque la nécessité des systèmes de protection active, la priorité donnée à la coopération char-infanterie, les vulnérabilités créées par les drones de première personne. Un journaliste lui pose la question après la séance. Ces enseignements ne venaient-ils pas aussi du Yémen ? L'officier marque une pause. Puis il répond que les enseignements ukrainiens sont suffisamment riches pour nourrir la réflexion doctrinale française pour les années à venir. La pause était une réponse. En juillet 2023, la Pologne annonce un des plus grands contrats d'armement de l'histoire de l'OTAN. 1000 chars K2 coréens, près de 1000 obusiers automoteurs K9. L'Allemagne propose le Léopard. La France présente le Leclerc XLR. La Pologne choisit la Corée du Sud. Les raisons officielles, délai de livraison, conditions industrielles, transfert de technologie. Mais dans les couloirs des ministères européens, une question circule sans réponse. Est-ce qu'un acheteur sérieux fait confiance à un char dont le seul retour d'expérience au combat est officiellement inexistant ? L'ironie finale du programme Leclerc est d'une précision chirurgicale. Le char a été conçu pour gagner un duel que l'histoire a annulé avant qu'il commence. Vendu à un seul client, utilisé dans une guerre pour laquelle il n'était pas prévu. Cette guerre a produit des données les plus précieuses de son existence, inaccessibles à ceux qui en ont le plus besoin. La version améliorée intègre les leçons de cette guerre sans pouvoir les citer, et les acheteurs potentiels ne savent pas officiellement pourquoi elle est meilleure. Le système produit de l'amélioration réelle et de l'ignorance officielle simultanément. Quelque part au Yémen, dans la province de Marib, des carcasses de blindés rouillent sous le soleil. Certaines sont des Leclerc,
On ne sait pas exactement combien. Ces machines sont les seuls Leclerc de l'histoire à avoir reçu des tirs ennemis réels. Elles contiennent, dans leur structure déformée, des données que aucun laboratoire ne peut reproduire. Elles rouillent. Et à Roanne, la chaîne de production du char du futur n'a pas encore démarré. Si vous pensez qu'un pays qui vend des armes a le droit de savoir comment elles meurent au combat, ou si au contraire le silence commercial vous semble une nécessité acceptable, dites-le en commentaire. Likez cette vidéo si vous voulez que ce type d'analyse continue. Et abonnez-vous, parce que la prochaine fois, on raconte l'histoire d'un régime que le monde entier boycottait, qui a résolu sous embargo total le problème que les grandes armées occidentales refusaient de regarder en face, et dont la solution équipe aujourd'hui les soldats français.